Bon après-midi. Ça sera notre dernière classe avant le colloque en juin. Et lors de ce colloque, nous allons essayer de reprendre tous ces thèmes que nous avons vus le long de ces 8 semaines. Aujourd'hui, nous allons traiter du Orlando de Virginia Woolf. Je résume encore une fois, excusez-moi d'à chaque fois reprendre les thèmes des autres classes, mais pour placer l'Orlando, nous avons vu la dislocation involontaire, l'idée du réfugié nomade avec l'Odyssée. Nous avons vu la question de la mémoire dans la Divine Comédie. Si l'Europe doit se rappeler de son histoire, quelle histoire est celle qui convient à la mémoire de l'Europe qui est constamment en train de changer. Ensuite, avec le Quichotte, nous avons vu l'idée de justice individuelle, justice sociale, avec Hamlet, l'idée d'identité, et nous allons revenir à l'idée d'identité aujourd'hui. Avec Frankenstein, nous avons vu ou essayé de discuter quelles sont les limites éthiques du savoir, de la recherche scientifique. Avec le Faust, qu'est-ce que c'est ce savoir? Quelle est l'histoire de ce savoir en Europe depuis les débuts dans le monde ancien jusqu'à nos jours? Et finalement, avec Kafka, nous avons vu la bureaucratie dans tous les sens, la bureaucratie administrative, la bureaucratie religieuse, la bureaucratie dans les arts et l'enseignement. Aujourd'hui, nous allons reposer la question que nous avons posée lorsque nous avons traité du Hamlet. Qui sommes-nous? Grosse question, mais nous allons essayer de la placer dans le contexte de l'Europe. Quand nous posons cette question, qui sommes-nous? Nous demandons qu'est-ce que c'est qui nous définit. Sommes-nous définis par nos traits biologiques, notre apparence physique, notre couleur, la nature de nos cheveux, si nous les avons encore, par nos actions, nos rôles, par le résultat de nos décisions? Sommes-nous définis par la chance ou par le choix, par nous-mêmes ou par les autres? Ou y a-t-il un va-et-vient entre notre regard sur nous-mêmes et celui que le monde jette sur nous? Virginia Woolf, les premiers mots qu'elle fait dire à son personnage Orlando sont « je suis seul ». Mais bien sûr, il ne l'est pas. Tout de suite, nous découvrons qu'il est entouré de serviteurs, de sa famille, même la reine d'Angleterre est présente, Élisabeth la première, puisque la première partie se passe à l'époque élisabéthienne. Et là, au début, quand nous rencontrons Orlando, il est un jeune noble anglais de 16 ans. Mais pourquoi dit Virginia Woolf que Orlando est seul? Nous allons arrêter cette question pour l'instant et nous allons présenter le personnage du biographe de Virginia Woolf elle-même. Pour résumer, vous savez bien sûr, vous l'avez lu, mais pour résumer,
Et il était né dans une grande famille bourgeoise. Ils étaient 8 enfants entre ceux de son père et ceux de sa mère. Il est né en 1882. Ses parents étaient amis de beaucoup d'écrivains, des peintres, les pré-raphaélites. Donc l'ambiance de son enfance était littéraire, artistique, voire philosophique. Encouragée par son père, elle s'est mise à écrire en 1900, donc à l'âge de 18 ans. Et après la mort de son père, elle déménagea au quartier de Bloomsbury à Londres avec ses amis, les amis de ses frères, et ils fondent le groupe de Bloomsbury. Et là, elle connaît son mari Leonard Woolf, d'une famille juive, et vit avec Leonard une relation très étroite, très amoureuse, qui dure jusqu'à sa mort. Elle a eu des liaisons amoureuses avec des femmes aussi, notamment avec Vita Sackville West, qui se prête au personnage de Orlando. Et avec son mari, avec Leonard, fonde la maison d'édition de la Hogarth Press, qui publie non seulement les livres de Virginia Woolf, mais aussi plusieurs de ses amis, et qui est un jalon important de l'édition de la littérature de langue anglaise au XXe siècle. Virginia Woolf souffrait d'une maladie intermittente que des psychiatres aujourd'hui appelaient ça un trouble bipolaire, mais bon, laissons. En tout cas, elle passait d'un état d'angoisse à un état d'excitation, et ne pouvant plus supporter cet état, à l'âge de 59 ans, elle se suicide le 28 mars 1941. Nous n'allons pas rentrer dans les détails de cette maladie. Il est dit qu'elle avait été violée par un de ses demi-frères quand elle était encore enfant. Mais bon, si ça vous intéresse, il y a plusieurs très bonnes biographies de Virginia Woolf. Mais en ce qui nous concerne, l'Orlando, elle commence à l'écrire à la fin de l'année 1927. À partir de 1920, elle crée ses œuvres les plus importantes. Donc, notamment, en 1927, elle commence à écrire ce roman, et elle finit de l'écrire l'année d'après. Et on va parler 2 minutes de l'histoire de l'édition de cette œuvre, parce qu'il y a un détail important. Je ne suis pas philologue, mais ça révèle quelque chose sur le roman lui-même. Donc, le roman a été publié pas par la Hogarth Press au début, mais par la Gage Press le 2 octobre 1928. Mais quelques jours plus tard, Leonard et Virginia Woolf sortent une édition à la Hogarth Press. Et il est intéressant de comparer le manuscrit et les 2 éditions pour voir comment Virginia Woolf continuait à travailler ces textes. Nous avons vu que Goethe faisait la même chose avec le Faust. Dans une moindre mesure, Virginia Woolf s'intéressait à poursuivre les questions qu'elle laissait ouvertes, surtout dans la structure de ses romans. Donc, le manuscrit qui couvre les 4 siècles de vie d'Orlando est divisé en 4 chapitres qui correspondent à les époques historiques où se déroule l'action. Donc, le premier chapitre est l'époque élisabéthienne et jacobienne, le deuxième chapitre carolinienne,
Le troisième chapitre, c'est la Restauration et l'âge augustinien. Et le quatrième chapitre, c'est l'époque victorienne et la modernité de Virginia Woolf elle-même. Mais à partir de l'édition Gage, les chapitres ne sont plus 4, mais ils sont 6 avec une conclusion et tracent non les époques historiques, mais la vie du personnage. Donc, premier chapitre, enfance et jeunesse. Deuxième chapitre, homme adulte, ambassadeur à Constantinople. Troisième chapitre, c'est l'âge de la transition. Nous allons parler de ça. Le quatrième chapitre, c'est la vie à Londres. Et le cinquième chapitre, mariage, vie de famille. Et le sixième chapitre sont les dernières années de sa vie avec la conclusion qui s'ensuit. Donc, dans le manuscrit, l'histoire du monde, et dans l'édition de Gage, le manuscrit est réduit à l'histoire d'une personne. Donc le cercle le plus vaste, le cercle de l'histoire, réduit au cercle central plus petit de l'individu. Le macrocosme devient microcosme. Nous retenez cette image de cercle parce que nous y reviendrons. Donc, quand nous rencontrons Orlando, il se sent seul, il est timide, et il est presque envieux de la nature qui l'entoure, le beau parc dans lequel est sa maison. Et il sent que la nature combine les choses, un arbre, un ruisseau, et que ces éléments de la nature, ces éléments naturels, peuvent se sentir ensemble, ils peuvent sentir qu'ils appartiennent au monde qui est le nôtre, tandis que Orlando est toujours en dehors. Il ne se sent pas partie de ce monde naturel. Et Woolf, qui est le biographe omnisciente de cette narration, écrit « C'est la chose la plus habituelle au monde pour une personne de dire, lorsque elle est seule, « Je suis malade à mort de ce moi particulier. Je veux être un autre. » Orlando, dit Woolf, aimait naturellement les endroits solitaires, les vastes vues, se sentir pour toujours et toujours et toujours seul. Cette façon de se sentir seul est une façon de pouvoir sombrer dans l'angoisse existentielle, comme nous l'avons appelé au XXe siècle après Virginia Woolf, mais c'est l'angoisse de savoir que nous sommes quelqu'un que nous ne voulons plus être. Je crois que je vous ai dit dans un de mes livres favoris, qui est Alice au pays des merveilles, et que mon invitée Margarita Valdegato a traduit brillamment en portugais, qu'il y a une scène où Alice devient angoissée parce qu'elle ne peut plus répéter les poèmes qu'elle connaît par cœur. Elle se dit, peut-être je ne suis plus celle que j'étais, peut-être je suis cette fille qu'elle connaissait, bon, qu'elle n'aime pas. Elle dit, mais qui suis-je? Alors elle trouve cette solution qui est extraordinaire. Elle dit, je vais rester ici, attendre qu'on m'appelle. Et quand on m'appelle, je dirai, qui est-ce que vous êtes en train d'appeler? Si j'aime la personne qu'on appelle, je répondrai, sinon j'attendrai. C'est quelque chose qui revient chez Hamlet, dans l'Odyssée, chez Ulysse, quand il s'est fait nommer personne pour s'en sortir de la rencontre avec le Cyclope. Mais ça veut dire quelque chose de plus profond. Cette
angoisse, c'est de goût de la personne que nous croyons être. Il est important que ce que nous croyons être, nous allons revenir là-dessus aussi. Bon, donc, après une brève histoire d'amour contrarié, Orlando déclare qu'il en a fini avec les êtres humains parce qu'il se sent seul et il ne lui restait plus que deux choses en lesquelles il pouvait avoir confiance. Confiance, mais pas une relation intime, les chiens et la nature. Et ils répondent aux rencontres avec des êtres humains, même la princesse russe de laquelle il tombe amoureux, qui l'a quitté, mais elle n'est plus à ses yeux une personne humaine. Il la compare à un renard ou un olivier, comme les vagues de la mer quand on les regarde d'en haut d'une falaise, comme une émeraude, comme le soleil sur une colline verte qui est encore nuageuse. Donc, tout sauf l'humain. Donc, cette insatisfaction nous remet à la question essentielle. Si on est insatisfait de qui on est, qu'est-ce que c'est ces cœurs qui nous fait poser cette question? Qui est ces moi que nous interrogeons? Shakespeare, qui était bien sûr une pierre de base de l'imaginaire de Virginia Woolf, dans Tout est bien qui finit bien, All's well that ends well, fait dire au sergent fanfaron qui est Parole, il s'appelle Parole, à un moment donné, il y a une révélation pour ces clowns, et il dit ceci: « Si mon cœur était fier, il se briserait à cette aventure. Je ne serais plus capitaine, mais je veux manger et boire et dormir aussi doucement qu'un capitaine. » Donc, et il va faire semblant d'être ce qu'il reconnaît qu'il n'est pas. Il finit avec ceci: « Cette chose que je suis me fera vivre. » Cette chose que je suis. À cette chose que je suis, Virginia Woolf l'appelle « the key self », le moi clé, parce qu'il y a plusieurs moi. Et ce moi clé amalgame et contrôle tous les autres moi qu'on croit reconnaître en nous. Mais comment définir ce moi clé qu'Orlando veut changer? Parce que, voyons, vouloir être un autre implique que nous savons ce que nous voulons changer, qu'il y a un autre qui précède le changement voulu. Donc, qui est cet autre précédent? Bon, Virginia Woolf commence le roman avec une phrase. « Il, car il ne pouvait y avoir aucun doute sur son sexe. » Donc, il, et elle définit cette il, et elle s'étend, bien que la mode de l'époque ait fait quelque chose pour le déguiser. Vous savez, à l'époque élisabéthienne, les hommes, les femmes avaient des parures plutôt semblables, bijoux et plein d'ornements. Et elle ajoute, Virginia Woolf, que la reine Élisabeth savait reconnaître un homme quand elle en voyait un et prépare Orlando pour une brillante carrière. Je ne sais pas si vous avez vu le Shakespeare in Love avec en partie le texte de Stoppard. À un moment donné, la reine Élisabeth dit « Je sais ce que veut dire
jouer un rôle qui n'est pas celui de mon sexe, c'est-à-dire être roi, parce qu'elle se présente comme un roi et pas comme une reine. Donc, je sais ce que ça veut dire parce que sur la scène élisabéthienne, c'était des hommes qui, comme vous le savez, jouaient les rôles des femmes. Bon. Au milieu du livre, Woolf nous fait découvrir que Orlando découvre qu'il est devenu une femme. Et là, Woolf dit la chose suivante. Mais, et prêtez attention, mais à tous les autres égards, Orlando est resté exactement comme il avait été. Le changement de sexe, s'il modifiait leur avenir, ne changeait en rien leur identité. Notez le pluriel. Tout à coup, le « il » du début est devenu pluriel. L'île au pluriel remplace l'île au singulier. Et Woolf ajoute que par souci de convention, elle écrira « elle » pour « il », parce que maintenant, il est femme. Bon, allons un peu plus loin. Pour Hegel, que Woolf a certainement lu, je n'ai pas pu trouver une preuve documentaire, mais bon, Hegel faisait partie de l'univers philosophique du début du XXe siècle. Pour Hegel, la réalisation de la conscience de soi est en réalité une lutte pour la reconnaissance entre deux individus liés l'un à l'autre comme inégaux dans une relation de dépendance. Si le thème vous intéresse, il y a un livre magnifique qui s'appelle The Master and His Emissary, donc le maître et son émissaire, de Ian McGilchrist, qui est un neurologue, où il pose cette question hegelienne en termes des deux hémisphères du cerveau. Et bon, je ne vais pas plus loin parce qu'on pourrait faire tout un cours là-dessus, mais si ça vous intéresse, le livre est magnifique. Donc, Hegel explique cette relation de dépendance dans la phénoménologie de l'esprit. Et il avance l'image de la dialectique maître-esclave. Une personne est le seigneur et une autre le serviteur. Et tout se passe dans le moi d'un individu. En termes jungiens, qui me semblent très utiles pour cette question, cela se traduit par le soi comme un tout englobant, comme un cercle, une mandala, qui agit comme conteneur. Donc le soi va contenir ces moi divers que Jung va appeler l'ego. Ce n'est pas la même chose que l'ego de Freud. Bon, donc, nous avons parlé de cercle au début. Nous revenons au cercle. Pour Jung, il existe deux centres de la personnalité. L'ego est le centre de la conscience, de ce que nous pouvons reconnaître sur nous, sur le monde. Tandis que le soi est le centre de la personnalité totale qui inclut la conscience, mais l'inconscient et le ego. Le soi est donc à la fois le tout de l'individu et le centre, tandis que le ego est un centre autonome du cercle contenu dans le tout. Le soi est peut-être compris comme le plus grand cercle qui englobe tout ce que nous sommes. Bon. L'ego
de Orlando. Si nous avons cette image du soi, le grand cercle, et à l'intérieur, le petit cercle de l'ego. L'ego d'Orlando ne cesse de changer, bousculé par la matière de son inconscient, parce que bon, ça agit, nous fait agir à tous, tandis que le soi, ce que Woolf définit comme ce qui ne change pas, essaye de tenir le ego entier. Woolf dit lors de la découverte que l'homme Orlando n'est plus homme mais femme, elle dit la chose suivante. Laissez d'autres plumes traiter du sexe et de la sexualité. Nous abandonnons ces sujets odieux dès que nous le pouvons. Et elle ajoute, simplement, Orlando a été un homme jusqu'à l'âge de 30 ans, alors il est devenu une femme et il est resté femme depuis. Bon. Ce n'est pas une échappatoire, ce n'est pas que Woolf ne veut pas adresser la question du sexe. C'est que du point de vue littéraire, à construire une biographie, la biographie qui toujours doit faire un choix, aucune biographie peut saisir le grand cercle du soi tout en entier. Elle doit choisir un ego ou certains égos pour faire le portrait. Et conscient de ça, Woolf écrit dans son journal qu'elle n'est pas satisfaite avec l'étiquette roman pour écrire ce livre. Et se demande s'il pouvait trouver une autre étiquette pour nommer ça d'une façon plus ambiguë. Elle pense au mot élégie, par exemple. Mais elle choisit une biographie. Et cette étiquette est juste parce que une biographie, elle dit, est un texte insaisissable qui illustre la nature insaisissable de la réalité elle-même. Toute biographie prend un style, un aspect de l'individu, fait un choix et donc laisse beaucoup à l'extérieur qui n'est pas saisi par le texte que le biographe écrit. Woolf s'intéressait beaucoup à ce que nous appelons réalité du point de vue littéraire. Le modernisme invente ou essaye d'inventer certaines façons d'approcher ce que nous appelons réalité et qui commence à se briser au seuil de la Première Guerre mondiale. Et dans son célèbre ouvrage « Une chambre à soi », où là aussi elle parle de réalité qui est aperçue par les hommes d'une certaine façon, qu'on retrace dans des bibliothèques à partir de la vision des hommes, et la réalité qu'elle propose considérer, qui est la réalité des femmes. Elle parle, bon, Shakespeare, nous le connaissons tous, mais Shakespeare, s'il avait eu une sœur, nous ne connaîtrons rien de cette sœur, elle n'aurait pas eu la possibilité d'agir comme Shakespeare l'a fait. Donc, mais elle parle de réalité. Et donc, je cite, « Il semblerait que ce soit quelque chose de très erratique, très peu fiable, que l'on trouve tantôt dans une route poussiéreuse, tantôt dans un bout de journal dans la rue, tantôt dans une jonquille au soleil. Il, la réalité, illumine un groupe dans une chambre et marque un propos désinvolte. Elle, la réalité, submerge celui qui rentre chez lui sous les étoiles et rend le monde silencieux
plus réel que le monde de la parole. Qu'un écrivain puisse admettre cela, que le silence est plus valable, plus fort que la parole, est quelque chose que, bien sûr, les mystiques, les religieux connaissaient très bien, mais de le reprendre au début du XXe siècle par un écrivain qui veut mettre le monde en mots, c'est, il me semble, très courageux. Orlando a été publié en 1928. Un an plus tôt, Woolf avait écrit sur cette réalité ineffable à partir de la vision d'une femme encore dans son roman La promenade au phare. Et elle dit « On voulait 50 paires des yeux pour la voir. Une paire des yeux d'un écrivain ne suffit pas. Il fallait 50. 50 paires n'étaient pas suffisantes pour contourner cette seule femme, pensait-elle. Là encore, on revient au fait que nous regardons nous-mêmes, nous disons « je ne veux pas être celui que je suis 50 autres visions de moi, et encore plus ». Dans Orlando, Woolf a essayé une stratégie différente, non cette polyvision, mais écrire la biographie d'une personne tout au long d'une période de 400 ans. Bon, là, 404 siècles vaut pour l'éternité. Et en changeant de sexe, comme Tirésias le voyant. Bon, qui était ce Tirésias? C'est la figure qui est le symbole central, il me semble, d'Orlando, sans être nommé. Dans la Grèce antique, on dit que Tirésias, le devin aveugle, a connu une vie tant comme homme que comme femme, séparément. Tirésias obtenait ces informations par des visions, par le chant des oiseaux et parfois dans les fumées des sacrifices. Mais le mythe grec raconte qu'un jour, alors que Tirésias tombait sur un couple de serpents en train de copuler, il les a séparés avec son bâton. Héra, l'épouse de Zeus, en colère contre Tirésias, le punit en le transformant en femme. Et une partie du mythe raconte qu'en tant que femme, Tirésias devient une prêtresse de Héra, s'est mariée, a eu des enfants et possédait le don de la prophétie. Et ça, c'est une partie du mythe qui a été écrit après. Mais ce qui nous intéresse, c'est ceci. Après avoir vécu 7 ans en tant que femme, Tirésias trouva de nouveau les serpents dans sa route. Il y a 2 versions de l'histoire. Dans une, il les frappe avec un bâton et dans la deuxième version, il les laisse seuls. En tout cas, le résultat de cette deuxième rencontre, c'est qu'il est libéré du sexe qui lui a été imposé en tant que femme et peut retrouver sa masculinité. Roberto Calasso, qui est un des plus grands lecteurs de la mythologie ancienne, s'est posé une question sur ce qui est arrivé à Tirésias. Il demande « Mais pourquoi Héra s'est-elle mise en colère ?» Bonne question. Ne pouvait-elle pas se glorifier de sa propre supériorité, quelque chose qui l'a placée au-dessus même de Zeus? Non, car ici, Tirésias s'immisciait dans un secret, un de ces secrets que les sages sont appelés à sauvegarder plutôt qu'à révéler.
Ces bavardages sexuels a continué de faire le tour du monde et des siècles plus tard, on en parlait encore, mais toujours avec des déformations. On disait que, parce que lorsque Héra, dans une discussion avec Zeus, pose à Tiresias la question qui jouit le plus dans l'acte sexuel, la femme ou l'homme, Tiresias lui répond que l'homme ne jouit qu'une dixième partie du plaisir éprouvé par la femme. Mais Calasso signale qu'avec le temps, cette dixième partie se transforme en double, donc que la femme a 2 fois le plaisir que de l'homme. Mais, dit Calasso, c'était suffisant. Cela confirmait un doute ancien, une crainte au moins aussi vieille que les filles du soleil. Peut-être la femme, cette créature enfermée dans le gynécée, dans la société grecque, où pas une seule particule du véritable Eros ne pénètre, selon Platon, en savait-elle beaucoup plus que son maître, toujours en vadrouille dans les gymnases et les portiques. Pour Calasso, ce qui arrive à Tiresias, c'est la révélation d'un secret profond qui ne doit pas être révélé dans une société où l'homme détient le pouvoir. Posons-nous la question sur cette relation masculin-féminin. On suppose historiquement que les sexes sont 2, mâle et femelle. Mais aujourd'hui, nous comprenons que la question n'est pas si simple et implique des identités supposées ou acceptées que nous avons mentionnées au début, avec lesquelles Woolf est en train de jouer. Dans le monde judéo-chrétien, au moins, les mots de la Genèse, Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il les créa, homme et femme, il les créa, fixent le modèle à suivre. Et plus tard, quand Dieu commande que les animaux entrent dans l'arche par paire, il sauve les animaux par paire, ce partage est fixé dans l'idée que nous nous faisons de la nature, partagée en masculin, féminin. Mais les Grecs, du moins Platon, avaient d'autres idées. Dans le Symposium, le personnage du dramaturge Aristophane raconte à Socrate, aux autres invités, le mythe de l'homme primordial, c'est-à-dire qu'il y a longtemps, il y avait 3 sexes, les hommes, les femmes et les androgynes, et que chaque personne était 2 fois plus grande que maintenant et avait 4 mains, 4 jambes, 2 têtes, 2 séries d'organes génitaux. Les mâles descendaient du soleil, les femelles de la terre. Ça donne encore des typologies un peu néfastes dans l'histoire de la culture, et les androgynes de la Lune. Et que, comme ils se rebellent contre Zeus, Zeus les divise et il les sépare en 2, et que, dit Platon par la voix d'Aristophane, ils ont envie de retrouver leur nature originelle et donc ils essayent sans cesse de trouver leur autre moitié et de la retrouver. Lorsqu'ils trouvent leur autre moitié, ils s'embrassent et restent ensemble, ne voulant rien d'autre. Telle est l'origine de notre désir pour les autres êtres humains. Et dit Platon cette belle chose, l'amour est le nom que nous donnons à notre désir de plénitude, d'être restauré dans notre nature originelle. Comme vous savez, à la Renaissance,
les mythes grecs, surtout Platon, ont été repris dans un contexte chrétien. Et Marsilio Ficino, le grand savant de la Renaissance, interprète ce mythe de la façon suivante. Il dit « Les hommes, c'est-à-dire les âmes des hommes », déjà il y a une traduction, étaient à l'origine, lorsqu'ils furent créés par Dieu, entiers, dotés de deux lumières, l'une naturelle, l'autre surnaturelle. Par la lumière naturelle, ils voyaient les choses inférieures, égales, donc le monde concret, et par la lumière surnaturelle, les choses supérieures, donc Dieu, les anges, les visions divines. Lorsqu'ils furent divisés, ils perdirent la lumière surnaturelle et furent réduits à la seule lumière naturelle et tombèrent immédiatement dans le corps. Donc le corps est inférieur pour Ficino, l'esprit, nous avons perdu la lumière de l'esprit. Donc, il y a une autre façon de raconter cette histoire, et Ovide, dans les Métamorphoses, raconte l'histoire de la nymphe Salmacis qui tombe amoureuse du jeune homme hermaphrodite et que s'élance dans l'eau où il se baigne et demande aux dieux de leur unir. Et Ovide dit « Deux êtres, non plus homme et femme, mais ni l'un ni l'autre, et pourtant les deux. » Donc c'est le personnage qui a les deux sexes en lui. Cette fluidité, pour ainsi l'appeler, revient dans d'autres histoires qui sont peut-être, qui appartiennent vraiment à l'histoire que nous appelons réelle. Par exemple, dans le mythe des Amazones, ces femmes guerrières rejettent la compagnie des hommes et assument des rôles considérés comme masculins. Donc, elles étaient des archers hors pair et n'hésitaient pas à se couper le sein droit pour mieux tirer à l'arc, qui naturellement accentuait leur aspect viril. Et ça remonte très loin. Il y a des dessins d'environ 9000 ans qui montrent des êtres humains androgynes. Et bon, il y a des tombeaux en Europe de squelettes biologiquement masculins qui sont en tenue des femmes, et ainsi de suite. En France, il y a certains personnages qui ont été traités notamment par Michel Foucault dans son histoire de la sexualité, le chevalier d'Éon qui s'est présenté comme une femme et qu'il était peut-être une femme transgenre, c'est au XVIIIe siècle, et au XIXe siècle le cas d'Herculine Barbin, qui est née fille, elle était habillée en fille, à l'âge de 22 ans, on déclare que non, il est masculin, et bon, finalement, le personnage se suicide à l'âge de 30 ans, et après avoir publié ses mémoires. La définition d'un individu par son genre est depuis longtemps une question troublante. Dans nos histoires, pour la plupart, les hommes et les femmes sont définis par leur biologie conventionnelle. Donc, Virginia Woolf essaye de ne pas adresser cette question, sauf que l'homme que Orlando était au début devienne mère à la fin du roman. Et donc, la division est faite par l'homme donneur actif de la sémence, la femme comme réceptrice passive dans les vues conventionnelles de la sexualité. Et ces identités sont remises en question
surtout aujourd'hui, et la conclusion inévitable est que des statistiques biologiques qui remontent même au XVIIIe siècle, qu'il n'existe pas d'identité féminine ou masculine reconnaissable à 100%. Nous partageons tous, à des degrés divers, des caractéristiques biologiques dites masculines et féminines. La fluidité sexuelle, l'expérience transgenre, non-binaire, sont clairement intrinsiques à l'expérience humaine. Tout comme nous avons découvert que les enfants qui utilisent la main gauche depuis qu'on ne le punit pas depuis le XXe siècle pour utiliser la main gauche, les notions plus fluides des gens ont commencé à apparaître quand l'élément punitif a été supprimé. Maintenant, il y a beaucoup plus de gauchers qui étaient reconnus au XIXe siècle. Si la société est souvent lente à reconnaître, accepter que il faut rester sur des définitions dogmatiques de sexualité, la littérature est beaucoup plus généreuse. Donc, il y a des innombrables cas de cette fluidité sexuelle. Par exemple, parmi les Grecs, Achille, qui boude et qui ne veut pas lutter à Troie, se cache parmi les femmes et il est découvert quand on apporte au gynécée des cadeaux, des bijoux et une épée. Et Achille prend l'épée et prend pas les bijoux. Donc c'est la convention de ce que l'homme préfère. Sûrement si Margaret Thatcher aurait eu le choix, elle aurait pris l'épée. Bon. Bradamante dans Orlando Furioso, Dorothea dans Le Quichotte, que nous avons vu, utilise des costumes masculins pour échapper aux menaces que subissent les femmes. C'est une autre convention. Nous avons traité de ça quand nous avons vu comment la traduction permet de changer le rôle de la victime. Le théâtre élisabéthien, comme nous avons dit, permettait seulement aux hommes de jouer sur la scène. Donc, ils jouaient les rôles féminins. Mais on a mal, de nos jours, de constater à quel point ce changement de rôle, ce travestissement, était un élément très fort de la scène. J'ai eu la chance de voir une mise en scène de Comme il vous plaira, As You Like It, jouée par une compagnie, Chick by Jowl, qui avait choisi de la faire jouer que par les hommes. Et vous ne pouvez pas vous imaginer quand la belle Rosalinde, jouée par un acteur masculin, s'habille en homme qui se fait passer pour une fille afin d'aider Orlando en mal d'amour à faire sa cour, c'était bouleversant, c'était une mise en abîme où on ne savait plus ce qu'on était en train de voir. C'est un élément que nous perdons maintenant. Parce que la littérature joue toujours avec les conventions, contre les conventions naturellement, mais en les utilisant, en vous disant, vous vous attendez à ceci, eh bien, vous allez voir, on va mettre tout sur sa tête. Nous sommes toujours dans le domaine binaire de l'identification du genre. Homme-femme. La réalité est bien plus complexe, plus subtile. Les termes hétérosexuel, homosexuel, bisexuel, polyamoureux, c'est un terme que j'ai découvert récemment, tentent de définir des préférences sexuelles, tandis que hommes, femmes, transsexuels, transgenres tentent d'aborder l'identification anatomique psychologique.
Le terme transsexuel a été introduit par le sexologue américain David Oliver Caldwell en 1949, donc ça fait un long moment. Le terme transgenre est plus récent. Il a été introduit par John Oliven en 1965, parce que Oliven arguait que le concept de sexualité ne pouvait pas expliquer la croyance dévorante que les transsexuels sont des femmes qui, par une incroyable erreur, ont reçu un corps d'homme, ou vice-versa, naturellement. Puisque nous sommes dans un cours sur les mythes et les langues de l'Europe, au moyen desquels nous allons essayer d'avoir une idée de ce que nous voulons dire par Europe, là aussi il est utile de savoir que depuis un moment, le Conseil d'Europe reconnaît la transsexualité comme un motif autonome protégé par un article de la Convention européenne des droits humains. Donc, maintenant, ça fait partie légale de notre vocabulaire. Les transsexuels constituent un sous-ensemble de personnes transgenres. Ça devient un peu compliqué, je n'aime pas les étiquettes, mais pour parler de ceci, elles sont nécessaires. Les personnes transsexuelles peuvent ou non subir une intervention chirurgicale, une thérapie hormonale pour obtenir une apparence physique typique du genre auquel elles veulent s'identifier. Le terme transgenre, par contre, est un terme générique qui décrit les personnes dont le sexe est différent de celui qui leur a été assigné à la naissance. Ça, c'est très important. Le bébé a un sexe qui lui est assigné, mais avec le passage du temps, cet individu peut s'apercevoir qu'on s'est trompé. Apparemment, le terme transsexuel n'est pas accepté par une personne transgenre, mais ça devient un peu compliqué parce qu'on rentre dans la bureaucratie du langage. C'est évident que nous avons des changements bureaucratiques, pour ainsi dire, mais qui révèlent des vérités profondes. Par exemple, en anglais, vous le savez, on n'appelle plus une femme Mrs. Miss, mais Ms. Et on n'appelle plus une personne de couleur noire avec les termes qu'on utilisait au XIXe siècle. Mais il y a des questionnements là-dessus. Les principales préoccupations féministes concernent la notion de transgenre. Par exemple, le cas célèbre de J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter, qui porte sur l'effacement possible des différences biologiques entre le sexe. Parce que ça, c'était la base de l'analyse féministe. Donc, il s'agit d'une question pratique autant que philosophique. La question est aussi un problème linguistique. Nous sommes dans un cours sur les mythes et les langues et le langage. On revient à la toute première question. Qui sommes-nous? Qu'est-ce qui nous définit? La perception de l'extérieur voit un individu comme étant noir, femme, petit, mince, vieux, et ainsi de suite. Il s'agit là du principe de esse est percipi énoncé par l'évêque Berkeley au début du XVIIIe siècle. Ce principe a été critiqué. Vous êtes ce qu'on perçoit en vous.
Nous sommes parce que nous sommes perçus. Et le principe a été critiqué parce qu'il implique un solipsisme épistémologique, excusez-moi d'employer un vocabulaire pédant. L'argument principal étant que des esprits différents ne peuvent héberger numériquement une seule et même idée. Vous et moi, nous ne pouvons pas avoir exactement la même idée. Donc, le philosophe suédois Boström, au début du XIXe siècle, a critiqué le principe de Berkeley parce que, pour lui, pour Boström, ça semblait contredire l'affirmation selon laquelle deux esprits, dans le cas de Boström, il fallait des dieux et l'être humain, ou même on pourrait dire deux humains, peuvent apercevoir la même chose sous des apparences qualitativement différentes. Et donc, et là je reviens à ce qui nous est utile, oublier tout le reste, pour défendre son point de vue, Boström utilise un double concept de signification en allemand, Sinn et Bedeutung, sens et signification, qui permet à des esprits humains participer pour Boström des idées sur la divinité. Donc, dans la perception de l'individu, quel sens attribuons-nous à la reconnaissance du genre? À partir de la première personne du singulier, les choses sont un peu différentes. Je me définis dans le terme que je veux, terme que je trouve à la fois nécessaire à la définition de mon identité. Je suis homme, je suis canadien, je suis parent, conférant à ces étiquettes un certain sens qui, si je les exprime, peuvent être partagés par les autres. Vous comprenez si je dis que si j'utilise ces termes, vous savez ce que je veux dire. Tandis que ça se prête à beaucoup de confusion. Parce que je est un autre de Rimbaud deviennent plutôt je est des nombreux autres. Même si je me définis comme un seul, la pluralité de mon public doit me voir comme plusieurs. D'où l'utilisation par Woolf du pluriel they qui, comme nous l'avons noté, a remplacé dans Orlando le singulier he. Pouvons-nous définir individuellement, à travers un système de signes qui constitue un vocabulaire partagé et qui reste individuel dans le processus d'être partagé, pouvons-nous nous définir en des termes qui ne sont pas des étiquettes et qui ne deviendront pas des étiquettes dans le partage, parce que transsexuel, transgenre sont déjà devenus des étiquettes. Chaque fois que nous utilisons un mot de définition, homme, femme, noir, ainsi de suite, nous supposons un champ sémantique partagé. Mais nous acceptons aussi que le mot utilisé soit restreint à un espace très étroit de compréhension mutuelle, un espace qui va exclure du partage les connotations personnelles, les réminiscences, les sous-entendus, des sentiments associatifs que je peux avoir avec un mot, et tout ça est dépouillé quand je dis « je suis canadien ». Vous allez reconnaître un certain sens à ce mot, mais vous ne pouvez pas deviner la signification que je donne à ce sens. Le problème s'aggrave avec la globalisation. Avec la globalisation, nous avons aplati ce dialogue au plus mince des courants épistémologiques. Parce que courant entre la diffusion de la propagande commerciale et la lingua franca de la technologie électronique,
les vocabulaires se appauvrissent. Les hiérarchies, bien sûr, sont démolies, sont supprimées. Quand vous avez un vocabulaire pauvre et très efficace pour une discussion électronique, vous n'avez plus des hiérarchies que la langue peut donner quand elle devient poétique littéraire. Mais aussi les caractéristiques et les valeurs individuelles disparaissent. Et ça, ce n'est pas une bonne chose si nous voulons rester en communication les uns avec les autres. Il ne peut pas avoir de dialogue entre les cultures si toutes, sauf une ou deux, sont réduites au silence. Et ce qui se passe en Europe avec des langues dites mineures. Donc, prime l'anglais, prime jusqu'à un certain point l'espagnol, le français, mais toutes les autres langues, le portugais, le slovaque, et ainsi de suite, disparaissent sous ce poids immense bureaucratique. En conséquence, nous sommes constamment confrontés à un choc de vocabulaire individualisé dans lequel le sens est implicite, mais la plupart du temps, il n'est pas reconnu, et dans lequel la voix la plus forte prime, s'imposant sur l'autre et rendant l'autre inaudible. Ce qui se passe dans le dialogue supposé entre un pouvoir impérial et ses colonies, entre un chef de gouvernement ou un chef religieux et ses sujets, entre un patriarche ou une matriarche dans une société matriarcale et le reste de la famille. Parce que l'équilibre des pouvoirs dans les sociétés ne cesse de changer, et la plupart du temps très lentement, mais pour cette raison-là, pour cette même raison-là, l'histoire politique, l'histoire que nous sommes en train de vivre maintenant avec la guerre en Ukraine, est parallèle à l'histoire des langues. Merci.